Et salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la rencontre entre Metz et l'OGC Nice, les Messins qui ont enchaîné à nouveau sur un match nul après le triste 0-0 contre Bordeaux 3 jours plus tôt. Les hommes de Frédéric Antonetti qui ont réussi à arracher ce match nul. C'était un match pas vraiment simple pour le FC Metz, il y a pas mal de choses à en tirer parce que des choses qui nous ont plu, des choses qui nous ont un peu moins plu. Et donc on va un peu discuter tous ensemble de ce match, avec notamment Monsieur Grenat Forever. Comment vas-tu, Grenat Forever? Bonsoir, monsieur Socket. Écoute, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Que ça dure. Faites que ça dure. Oui, parce qu'effectivement, on est, allez, on va dire plutôt rassuré pour l'instant de ne pas se prendre, on va dire, de torgnole de nos adversaires depuis quelques matchs maintenant. Et donc effectivement, un match contre Nice qui était intéressant, Grenat Forever. On va y venir juste après parce qu'on était face à un adversaire qui bizarrement était un peu similaire à nous. Enfin, c'est ce qu'on avait dit dans l'avant-match notamment. Et donc c'était un match qui est intéressant aussi parce que voilà, Nice avait enchaîné un deuxième déplacement d'affilée avec le déplacement en Metz, alors que nous on recevait pour la deuxième fois d'affilée. Hmm. On avait des petits espoirs en avant-match quand même de pourquoi pas arracher une victoire. Mais bon, on a bien vu que ça a été plus compliqué que ce que l'on pensait. T'as vu. Ah bah clairement, on s'attendait peut-être pas au début de match à un match aussi compliqué, mais bon, on va expliquer un peu le pourquoi du comment. Exactement, on va expliquer tout ça. Avant de commencer, bien sûr, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire un peu votre top et flop, puisque c'est un peu ce que l'on va aborder dans la dernière partie de ce débrief. Voilà, mettez également vos impressions sur le match dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, en plus ça nous soutient énormément. Dernière chose, bien sûr, le débrief, il est en plusieurs parties. Si vous voulez accéder directement à une partie plutôt qu'à une autre, vous allez dans la description de la vidéo et toutes les parties sont référencées. On y va, Grenat Forever, on va parler tout d'abord tactique composition parce que si on regarde un peu notamment les deux équipes, alors rapidement par rapport à Nice, on avait dit en avant-match que Nice était une équipe qui, depuis les dernières rencontres, commençait, tu sais, à quand même pas mal utiliser le système à 5 défenseurs, avec notamment leurs 3 défenseurs centraux, évidemment handicapés par l'absence de Dante, qui est un vrai problème pour eux. Mais c'est intéressant parce que eux ont un système à 5 défenseurs, tout comme nous, au final. Hmm. Donc un peu un système miroir sur l'aspect défensif. Après, le milieu de terrain, effectivement, on n'est pas dans la même idée. On a un numéro 6 du côté de Nice, alors que nous, à Metz, on joue avec un double pivot, mais on va y revenir juste après. Et donc effectivement, on l'avait dit en avant-match, il y avait quand même certains joueurs qui revenaient, notamment on pense à Kasper Dolberg, mais finalement Dolberg n'a pas été titularisé sur ce match. Il y avait l'absence de Schneiderlin, qu'on avait expliqué aussi en avant-match, et donc effectivement vous avez le 11 de nos amis niçois, qui au final n'est pas une grande surprise par rapport aux absents énoncés en avant-match. Non, on s'attendait un peu à voir ça. Il y aurait peut-être pu avoir la surprise d'Olberg, mais étant donné sa durée d'indisponibilité et revenir dans le groupe comme ça, on pouvait s'attendre à ce qu'il commence sur le banc, quoi. Ouais, donc c'est vrai que lui finalement il est rentré en cours de jeu, mais il n'a pas débuté la rencontre. Côté FCMS Grenade Forever, là aussi il y avait eu quelques interrogations parce que alors on sait que la défense n'allait pas bouger, donc c'était pas une interrogation sur cet aspect-là, avec notamment les 3 centraux qui restent les mêmes, Boy Brown et Kouyaté, les deux latéraux défensifs pistons comme vous voulez, à savoir Delaine à gauche, Santon à droite, milieu de terrain. Peu de raisons aussi d'imaginer en avant-match que ça allait changer. Finalement, ça n'a pas changé, puisque Angban et Maïga sont toujours présents au milieu de terrain. Maintenant, la question qui se posait, c'était le troisième milieu de terrain, qui fait un peu office de milieu créateur, si l'on veut. On se demandait qui ça pouvait être. Interrogation aussi sur les postes d'ailier. Alors, est-ce que ça allait être un ailier droit ou un ailier gauche en fonction du joueur qui était sur le terrain, et évidemment aussi la question de l'attaquant de pointe. Pour commencer, donc on va parler vite fait du créateur. On se disait Grenade Forever, bon, Mazis 3 jours auparavant nous fait une première titularisation qui est correcte mais sans plus. C'était une première titularisation. Mhm. On se demandait est-ce qu'il allait retenter le coup 3 jours plus tard contre Nice,
Ou est-ce qu'au contraire, il allait peut-être, tu vois, je sais pas moi, redonner une chance à Chipembe? C'était une option qui pouvait se défendre, voire prendre un nouveau pas hein, en mettant Matarsar, tu sais, à ce poste-là. Et finalement, bah, il reste sur son idée de Bordeaux. C'est-à-dire de continuer à retenter Maziz à ce poste de milieu créateur, voilà, avec une certaine liberté de création. Toi, t'en as pensé quoi, toi? Parce que je sais qu'en avant-match, tu m'avais dit que tu t'avais dit que par rapport aux propos d'Antonetti, très peu de chances d'avoir un choix différent. Toi, quand tu vois ça juste avant le match, tu dis quoi? Tu dis ouais, choix logique au final? Bah ouais, comme je l'avais dit, choix logique, je m'y attendais un peu. Les déclarations en forme de sous-entendu d'Antonetti, il nous laissait comprendre qu'il avait envie quand même de revoir Maziz à l'œuvre le temps que Boulaye ne soit pas là. Donc j'ai pas été surpris et même j'étais hyper content. Parce que autant mercredi, voilà, c'était son premier match, il y a peut-être eu un peu de mal à se mettre dedans. Après ça a été, j'attendais un petit peu confirmation et qu'il se lâche un peu plus. Oui, bien sûr, parce que on sait que, en plus, là pour le coup, il était titularisé à son poste, hein, pas comme un certain autre joueur qui lui avait été titularisé, mais pas à son poste. Hein. Bien sûr, on parle de Sarr hein, contre Lyon, mais là effectivement, là il est à nouveau dans l'enchaînement d'un match en tant que titulaire à un poste qui est comment dire, enfin qui lui va, hein, qui lui est vraiment convenu. Et donc Maziz est aligné. L'autre question, c'est évidemment les attaquants. Et on va un peu aborder à la fois l'aspect de l'attaquant qui est censé être le plus offensif et l'ailier parce que le choix de l'un en fait a aussi influencé l'autre. Un peu entre guillemets. L'ami de Gay est donc réutilisé en tant qu'ailier droit. Ok. Euh, Pas une surprise non plus parce que quand tu vois le joueur quand même le montre déjà contre Bordeaux, mais a une grosse activité. Et donc tu te dis bah ok, il retente le coup pas de souci. Et donc quand tu vois l'Amiga et Grenade Forever, tu te dis mais alors la question c'est peut-être la pointe. Est-ce que on repart sur du ICK ou est-ce que du Yad que l'on ne va pas mettre finalement en tant qu'ailier puisque Gay est ailier, est-ce que Yad pourrait pourquoi pas être mis en pointe, tu vois, pour ce match? C'est une question qui se défendait. Euh, et finalement, ben, à nouveau ICK en pointe de l'attaque. Je t'avoue que je vois ça en avant-match. Voilà, voilà quoi. Hein. On était un petit peu étonnés, on s'attendait. Déçu, on peut même dire. Un peu. On était un peu déçus, on s'attendait peut-être certainement à voir Riyad, étant donné qu'il n'avait pas du tout joué mercredi. On pouvait laisser sous-entendre que du coup, il allait logiquement être titulaire, surtout vu la prestation d'Izeka mercredi. Donc, surpris. Alors après, Antonetti a certainement voulu encore une fois lui laisser une chance. Mais bon. Ouais, et puis il est recruté, il faut pas l'oublier, comme étant normalement le remplaçant de. Alors, pas forcément d'Ibrahim Niane, mais en tout cas dans la discussion pour succéder à Niane, hein, avec OpenGate. Donc, voilà, c'est un prêt, mais ils veulent à nouveau miser sur lui pour débuter le match. Plutôt qu'effectivement de faire jouer Yad, comme tu dis, une petite déception parce qu'on pensait effectivement que comme il ne jouait pas contre Bordeaux, on allait le voir. Mais donc finalement non, on se retrouve avec cette attaque contre Nice, donc vous aurez bien sûr le 11 complet du FC Metz. Si on regarde le match, Grenade Forever, le match, parce que ça n'a pas été simple quand même pendant une grande partie de la rencontre pour le FC Metz. Hein. Je ne veux pas te cacher que la première mi-temps est clairement pas simple pour nous. Alors, elle est surtout pas simple parce que, on rappelle, mais notre système défensif a quand même pour objectif de pas encaisser de buts. Hein, on est d'accord. L'objectif est quand même de maintenir le match nul et d'essayer d'ailleurs, pourquoi pas, d'arracher une victoire. Au vu notamment des nombreux absents que nous avons. Je l'ai déjà assez rappelé, mais c'est vrai que quand on l'a déjà évoqué en avant-match, hein, mais quand tu as autant d'absents comme N'Guet, Boulaya, Udol, Pajot,
Endora Amian, forcément que tes envies de créativité offensive sont un peu mises à mal. Mais donc on a ce choix de système et l'objectif étant d'avoir à minimum le match nul. Quand tu regardes Grenade Forever, que dès notamment la 16e minute, la 15e minute de jeu, pardon. 15e minute de jeu, donc petite passe en profondeur sympathique pour Monsieur Guiri. Monsieur Guiri qui balle piquée sur Ukija, Kouyaté sur la trajectoire, mais Kouyaté malheureusement touche la balle de la main, qui rebondit sur sa tête et qui sort en sortie de but. Enfin, c'est ce que l'on croit à ce moment-là. Qui sort en corner du coup, puisque c'est Kouyaté qui le touche. Finalement, la VAR rentre en action et voilà, il y a effectivement la main, que la balle, s'il n'y a pas la main de Kouyaté, probablement que la balle est cadrée. Alors après, est-ce que Boy arriverait à temps pour la sortir? Peu de chance, mais il est quand même pas non plus très loin du but. Voilà, en tout cas, choix assez logique, Grenade Forever. Je veux dire, si ça arrive contre nous, enfin, tu vois, si genre Nice fait une main similaire, on aurait évidemment on aurait dit évidemment que le penalty était logique aussi. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de discussion à avoir sur le penalty. Non, non, il n'y a pas de discussion à avoir. Il y a penalty. Ukija est battu, donc s'il ne met pas la main, qui n'est pas volontaire, je pense que le ballon va au fond. Les défenseurs sont quand même loin, donc. Il y a Boy, tu vois, Après, qui est au deuxième poteau, fait, mais il est peut-être un peu loin. Enfin, moi, je pense qu'il aurait pas été à temps, tu vois, pour. Là, c'est toujours pareil. En faisant ce geste un peu catastrophique, il se donne 50% de chance potentiellement qu'il n'y a pas but. Une chance sur deux sur un penalty, alors que il met pas forcément la main. Il y a but tout de suite, donc. Ouais, donc. On va dire que dans notre malheur sur cette action, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas pris. Que Monsieur Hamel a su faire preuve, je sais pas si c'est de la pédagogie, mais que il lui a pas mis de carton rouge. Ouais, parce qu'il aurait pu tuer le match, Hamel, et mettre un carton rouge à Kouyaté, ce qui est déjà arrivé dans certains matchs, certains matchs où des rouges ont été donnés à la suite de main. Là, c'est juste un carton jaune, donc effectivement penalty pour l'OGC Nice très tôt dans le match, le penalty qui est tiré à la 18e minute de jeu. Et Gouiri qui trompe à contre-pied Ukija. Alors Gouiri étant droitier, il choisit de tirer à la gauche d'Ukija. Ukija plonge à sa droite parce que quand il y a un droitier en face, généralement tu plonges à droite et donc Gouiri le bat. Et donc Gouiri permet à Nice de mener 1-0. Et donc nous on est un peu dans la mouise parce que notre système il est avant tout défensif, il est là pour ne pas prendre de but. Et là on se retrouve à devoir revenir dans le match avec notre système à 5 défenseurs. Et donc là, on se demande vraiment comment ça va se passer. Est-ce qu'on va partir à l'abordage ou est-ce qu'au contraire, on va être très prudent? Finalement, de ce que l'on voit, c'est que les attaquants, dans leur grande majorité, Grenade Forever, ont quand même été un peu muselés, on peut le dire, face à cette équipe de Nice en première mi-temps, quoi. Quand tu vois notamment même les latéraux comme Santonz ou Delaine, ils n'ont pas eu trop d'espace et trop de possibilités, tu sais, d'exploiter notamment leur couloir. Parce que un 111 il est bloqué notamment par Hassan Kamara, qu'un Delaine il est bloqué par un Youssef Attal. Au final, Grenade Forever, s'il n'y a pas Lamine Gueye qui nous sort deux frappes assez intéressantes, notamment la deuxième qui est sortie en corner par Benitez. Il y a aussi cette tête qui n'est pas vraiment une vraie action, une occasion franche. À part Lamine Gueye, les latéraux défensifs ont été muselés. Et les autres éléments potentiellement offensifs, si l'on veut, créateurs qui auraient pu porter le danger vers l'avant, à savoir Maziz et Léa Iseka, et on peut le dire, Léa Iseka et même Maziz ont été plutôt absents, fantomatiques, sur la première mi-temps, quoi. Ah ça c'est peu de le dire. Hein. On a peut-être 5 minutes juste après le but niçois où tu as l'impression qu'on est mieux et qu'on commence à jouer plus haut là, avec 2-3 situations et après ça s'est vite estompé jusqu'à la fin de la mi-temps. On avait l'impression d'être sans solution. Ouais. On ne trouvait pas les relais au milieu de terrain. Maziz, on avait du mal à le trouver. Iseka devant, je n'en parle même pas.
il ne sert même pas en point de fixation pour essayer au moins de faire chier les défenseurs niçois. Même pas sur ça, on arrive à le trouver. Il n'y a que Lamine Gueye qui s'est démené en vain, j'ai envie de dire. Mais qui était pas loin, hein, notamment la deuxième frappe qui est magnifiquement Il est pas sortie par loin, Benitez et qui aurait pu finir en lucarne, tu vois. Et là, voilà. Hein. Et comme les latéraux étaient bien pris, surtout la première mi-temps d'Atal est tellement bien que Delaine n'a pas eu et pas pu s'exprimer offensivement. Donc, première mi-temps hyper compliquée. Ouais, parce qu'effectivement, offensivement, tu es vraiment, je dirais, tu es mis à mal. Défensivement, bah, ça nous fait un peu peur. Tu sais, les joueurs niçois ont beaucoup de joueurs, tu sais, dribbleurs, avec notamment comme de l'accélération. T'as peur aussi de prendre des contre-attaques, et donc forcément, même si tes attaquants, tes éléments offensifs aimeraient bien revenir en première mi-temps au score. Le problème, c'est que tu as toujours les centraux, notamment, qui sont très 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 bas parce qu'ils ont peur que voilà une passe en profondeur pour un Gouiri, par exemple, et c'est arrivé quand même à quelques reprises, puisse porter un immense danger sur le but de Doukidja, un peu comme dans l'esprit du penalty concédé, c'est-à-dire une passe en profondeur, même courte, tu vois, qui prend de vitesse la défense. Avec ce petit problème que moi je t'ai signalé notamment durant la mi-temps, c'est que Kouyaté, tu sais, est beaucoup plus bas que les autres défenseurs qu'il a à côté de lui. Je pense à Braun à droite et John Boy à gauche. Et donc, on m'a dit oui, il essaie de faire de la couverture parce qu'il veut faire de l'anticipation. Très bien. Le petit souci qui est assez dangereux, c'est que en faisant ça, ça l'oblige à devoir rattraper en termes d'accélération et de vitesse des joueurs qui sont assez rapides quand ils vont vers l'avant en profondeur. Et on l'a vu en première mi-temps notamment, c'est que, et puis ça s'est vu aussi un peu en deuxième, mais c'est un jeu très dangereux quand même, parce que ça t'oblige d'ailleurs à faire des interventions sur l'attaquant de Nice qui part en profondeur, et on a vu notamment en première mi-temps, Kouyaté il est pas loin de choper un deuxième carton jaune à un moment donné, quoi. Hein. Ah, parce il défend, lui, il est rugueux dans chaque intervention. Donc même en ayant un carton jaune, il n'a pas changé sa philosophie entre guillemets de défendre et ça a failli lui coûter cher à un moment donné, quoi. Bien sûr, c'est vrai. Parce que justement, il est dans une stratégie de genre je vais couper les courses plutôt que. Il est agressif, il cherche. Ouais. Et alors, c'est là où je comprends pas trop, c'est que, ok, il est dans une stratégie de couper les courses, mais c'est très dangereux parce que ça veut dire que à partir de ce moment-là, tu sais que tu ne joues pas le piège du hors-jeu, et donc les attaquants de Nice peuvent prendre quasiment à tous les coups de vitesse nos centraux Braun et Boy, parce que, comme Kouyaté est un peu plus en reculon et veut couper les courses, et ben il y aura quasiment jamais hors-jeu en fait. Il y a eu une seule fois eu hors-jeu, c'est notamment le but refusé pour Nice, Gonna Forever. Tu sais, sur la droite. Mais qui est la même, mais qui est la même idée, hein. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est qu'en gros, les attaquants Nice prennent de vitesse les centraux un peu extérieurs. Et Kouyaté, s'il est un peu trop reculé, t'as le risque quand même d'avoir un hors-jeu qui n'est pas sifflé, qui est justement pas sifflé, tu vois. Et donc c'est très dangereux, et comme tu l'as très bien dit, il aurait pu même lui coûter un carton rouge en première mi-temps. Et donc la première mi-temps se termine avec deux constats, c'est que défensivement, on n'est pas encore dedans, tu vois. La première mi-temps, on n'est pas dedans, enfin pas par rapport au match précédent. Et offensivement, à part Lamine Gueye, le reste est assez fantomatique et assez contenu, notamment par les latéraux défensifs de Nice. On est en deuxième mi-temps. Et déjà, avant qu'elle commence la deuxième, Gonna Forever, on se pose, tu sais, on a pas mal discuté au téléphone, comme on aime bien le faire pendant de nombreuses minutes, sur est-ce que Antonetti doit rester dans ce système à 5 défenseurs, ou est-ce qu'il ne doit pas repasser à 4 défenseurs pour justement ne plus avoir la contrainte notamment de Attal et de Camara sur les ailes de Nice, pour justement beaucoup plus rentrer dans l'axe, tu vois. La question était un peu là à se poser. Et aussi parce que ça aurait permis par exemple de sortir un défenseur et donc de faire rentrer par exemple un milieu de terrain qui aurait apporté plus de densité au milieu de terrain pour donner peut-être plus facilement, tu sais, de fil à retordre au milieu de Nice pour pouvoir plus facilement amener le ballon vers l'avant. Surtout quand tu vois que, bah ouais, à part Lamine Gueye, tous les autres attaquants sont sevrés de ballon.
finalement, Antonetti reste avec sa stratégie de 5 défenseurs et ne change pas en fait. Malgré le fait qu'il est mené au score depuis la 18e minute de jeu. Hein. Ouais, il reste fidèle entre guillemets à son système. Moi j'étais étonné, hein, franchement. Moi aussi. Le changement au début de deuxième mi-temps, ça m'a étonné, parce que là les circonstances, un Kouyaté qui était peut-être un petit peu sur le fil du rasoir aurait pu faire penser à un changement de système contraint et forcé. À cause de son carton jaune. Qui aurait pu se transformer en suspension, en exclusion, je veux dire, et en suspension derrière, si jamais il prend un deuxième carton jaune. Et vu qu'il est assez rugueux en première mi-temps, t'as raison de penser cela. Hein. Donc tu prends le risque de jouer une deuxième mi-temps peut-être potentiellement à 10, en plus de le perdre après pour d'autres échéances. Il a préféré rester fidèle à ce système certainement en se disant que le bloc prenne un peu plus de risques, joue plus haut et espère qu'à un moment ou l'autre de la deuxième mi-temps, on prenne le pas un peu physiquement sur nos adversaires et que ces changements fassent la différence. Ouais, et c'est vrai que tu dis, on est un peu surpris. Et le truc, c'est que commence sa deuxième mi-temps, et en fait, on voit que malheureusement, là, on se fait un peu dominer quand même. Hein. Il y a notamment les occasions. Alors, il y a, si je me souviens bien, frappe de Ronnie Lopez que Ukidja, tu sais, relâche par égard, où il a fait faire une boulette d'ailleurs. Et donc qui donne une occasion dangereuse. D'ailleurs, on a une action où il y a justement ce télescopage entre, je crois, c'est John Boy et peut-être c'est Gouiri, je suis pas sûr, mais c'est sur le côté gauche de Metz, avec ce centre à terre où Kidja plonge au sol pour entre guillemets stopper ce centre à terre. Et derrière, donc c'est un premier arrêt, et puis derrière, il y a une frappe qui arrive directement sur Okidja et qui le ressort. Ensuite, il y a une troisième, je crois, action où tu sais, il y a un genre de tir taclé comme ça, qui est là aussi arrêté par Okidja. Donc ça fait un peu trois occasions, tu vois, dans la première partie de la deuxième mi-temps, où tu te dis, ok, donc on a eu des problèmes défensifs observés en première mi-temps, on les a pas réglés à nouveau. Et là, on a peur quand même. Et on se dit, faut vraiment changer de mentalité de jeu. Il faut, est-ce qu'il faut que les défenseurs, enfin que le bloc messin soit plus haut pour laisser moins d'espace d'accélération aux Niçois? Toi aussi, tu étais un peu dans l'inquiétude, hein, je présume, sur le début de la deuxième mi-temps. Ah, le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps m'a un peu inquiété. Oui et non, j'étais plus inquiet offensivement parce que j'avais l'impression que là, en continuant à jouer comme ça, on ne pourrait jamais revenir au score. Ah oui, bien sûr, ça. Et Alexandre Oukidja nous laisse dans le match parce que si ça fait 2-0 à ce moment-là, il n'y a pas photo. Et après, Frédéric Antonetti a su s'adapter et c'est à ce moment-là que le match va commencer à tourner. Oui, alors l'adaptation dont tu parles, en fait, c'est simple, c'est qu'elle part d'un constat, et d'ailleurs tu l'as dit il y a quelques instants, c'est que offensivement parlant, donc défensivement parlant on est mis à mal, mais offensivement parlant ça ne s'arrange pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que Lamine Gueye qui essaie d'exister comme il peut, mais Iseka est absent, est un vrai fantôme. Maziz, ça devient plus compliqué, notamment son jeu son jeu de transmission est pas simple. Pas aidé non plus, j'ai envie de le redire, mais par malheureusement l'apport offensif d'un Angban, voire même d'un Maïga, mais Angban qui, voilà, vous connaissez un peu mes propos sur le jeu offensif d'Angban qui pour moi est pas à la hauteur de ce qu'on attendrait d'un milieu comme lui dans un tel système. Fait que effectivement Antonetti prend une décision à la 69e minute de jeu. 3 changements sont réalisés. On sort comme mercredi. Comme mercredi, de nouveau 3 changements à la suite. C'est ça. 3 changements d'un coup. On change toute la ligne offensive. On sort Iseka, Lamine Gueye et Maziz et on fait rentrer Thierry Ambrose donc pour occuper le poste de Leia Iseka. On fait rentrer Yad pour remplacer sur le côté droit Lamine Gueye et on fait rentrer Matarsar pour être un peu normalement dans ce rôle de créateur. Et donc, ces 3 changements se l'ont fait. C'est vrai que tu fais bien de rappeler Bordeaux, parce que Bordeaux n'était pas forcément un bon souvenir dans la rentrée en jeu des remplaçants. Je rappelle que contre Bordeaux sont rentrés en jeu Thierry Ambrose, Wagner Diaz et Chipembe. Ça n'avait pas été extraordinaire. Hein, on peut dire qu'ils n'étaient pas vraiment à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre dans l'apport offensif.
Là, par contre, ces 3 Gugus rentrent, et là, on voit quand même un FCMS différent. On voit un FCMS qui est beaucoup plus offensif. Pas seulement que les 3 Gugus qui sont rentrés, mais aussi même les milieux de terrain commencent à beaucoup plus monter. Un Maïga a commencé à monter énormément sur les actions, plus que d'ailleurs Angban. Hein Donc Angban était un peu plus en retrait. Même la ligne des 3 centraux de Metz a commencé à monter. C'était pas, comment dire, étonnant de voir à un moment donné que les 3 centraux de Metz étaient carrément sur la ligne médiane du terrain. Donc c'était, voilà quoi. Donc il y avait quand même une présence un peu plus élevée vers l'avant. Et arrive cette action à la 70e minute de jeu qui part d'un corner. Petite chose sur les corners quand même, parce que c'est intéressant, c'est que ce corner, c'est l'un des premiers depuis très longtemps à ne pas avoir ce fameux système à 2 balles que l'on a vu, qui pour moi ne sert strictement à rien, enfin je vois plus des inconvénients que des avantages, d'avoir 2 tireurs à côté de la balle. C'est ce que fait Metz depuis de très nombreux matchs, d'avoir un tireur pour un corner rentrant et un tireur pour un corner sortant. Et donc là, je rappelle que donc Maziz n'est plus sur le terrain, Lamine Gueye non plus, et donc là, Matarsar a ce corner et prend ce corner. Thierry Ambrose, qui a voulu faire le foufou quelques minutes auparavant en tirant un coup franc parce qu'il voulait se rendre utile, a plutôt d'ailleurs pas vraiment réussi son coup franc, enfin c'est une autre histoire. Il laisse donc Matarsar s'occuper du corner. Et là, on a vu un truc qu'on n'avait pas vu du match, c'est qu'on a vu pour l'une des rares fois du match un corner bien tiré, voire plutôt un coup de pied arrêté bien tiré. Puisque ce coup de pied arrêté trouve 2 Messins qui se télescopent, notamment, tu sais, au deuxième poteau. Hein et là, pour une fois, le corner a quand même bien survolé la défense de Nice, hein, alors que les autres, notamment ceux de Maziz, n'ont pas été extraordinaires. Hein. Je pense que beaucoup de gens ont été déçus, notamment des coups de pied arrêtés de Maziz sur ce match. Hein, qui en fait l'une des déceptions, hein, parce que le mec a quand même une réputation d'avoir un bon pied. Et là, sur ce match, le pied de Maziz, on l'a pas vu venir. Hein, on ne sait pas où il est parti. Et la balle revient donc après ce télescopage des Messins sur Delaine qui donne à Angban. Angban centre. Étonnant. Mais Angban, oui, Angban peut centrer vers l'avant. Il trouve Yad qui, si je me souviens bien, détourne la balle de la poitrine pour Maïga. Maïga frappe, la balle est légèrement déviée, tape le poteau et donc prend un contre-pied grâce à ce poteau Benitez. Et là, il y a John Boy qui est, alors on ne sait pas comment, tout seul, pas hors jeu, parce que couvert par Monsieur Ensoki, comme quoi Ensoki, jusqu'au bout, contribue à la réussite des adversaires, hein, jusqu'au bout. Et donc ça couvre John Boy qui derrière... l'histoire voudrait qu'il a fait une magère, la réalité est que plutôt il cherchait la balle et que la balle il l'a poussée au fond, mais un peu de manière involontaire. Hein. Ça, c'est un peu la vérité, Grenade Forever. Hein. Il a un peu chaté sur son but. Hein. Ah, mais c'est toute l'action est gaguesque. Entre la frappe, ce qui rebondit sur le poteau de John Boy qui sait même pas. Le télescopage juste avant le centre d'Angban aussi. Toute cette action est un peu gaguesque et ça finit par ce but venu d'ailleurs du capitaine John Boy, hein, qui a l'habitude déjà de mettre des buts un peu bizarres. Et important. On se rappelle du but à Nîmes, c'est pareil, hein, c'est sur un corner en mars, le ballon lui revient directement sur la tête sur une déviation, il sait pas comment il la met, mais elle va au fond. Oui, bien sûr. Certains vont parler de Strasbourg aussi l'année dernière, enfin, par exemple. Il est là à chaque fois pour sortir le FCMS des situations un peu complexes. Oui. Et là, par contre, après l'égalisation, tu te disais, ah bah putain, on va peut-être aller chercher cette victoire parce que les Niçois commençaient vraiment à souffrir physiquement. C'est vrai. Et puis là, on sent vraiment l'apport offensif que ce soit d'un Matarsar, d'un Yad, surtout Yad qui a tenté énormément de tirs. Tu sais, notamment en dehors de la surface et puis c'était pas des petites frappes, hein, c'était tu vois, c'était pas les petites frappes molles de Maziz en deuxième mi-temps, hein, parce que les frappes molles de Maziz en deuxième mi-temps, on s'en souvient encore. Là, on était sur vraiment ça tapait quoi, et donc Yad effectivement et Matassa contribuent. Thierry Ambrose, bon, on va dire qu'il s'est donné physiquement, mais malheureusement n'a pas été bon là où on l'attendait, notamment cette action absolument
absolument incroyable en fin de match où, où il part tout seul au but et malheureusement il se fait rattraper. Du fait d'une course de balle malheureusement voilà quoi un peu catastrophique hein, et donc il ne peut absolument pas transformer cette occasion cette balle qu'il a dans ses pieds en occasion de but. Et donc là je pense que c'est un peu le symbole du match de Ambrose. C'était Ambrose, un joueur qui s'est donné physiquement, il y a quand même eu du pressing très bien, mais malheureusement là on l'attend dans son rôle, un rôle d'avant-centre, hein, ou en tout cas Mm. d'attaquant portant le danger sur le but. Malheureusement, on l'a pas eu. Et donc malheureusement pour Thierry Ambrose, ça n'a pas été non plus une bonne rentrée, même s'il y a quand même l'investissement physique, la rentrée n'est pas bonne pour Monsieur Thierry Ambrose. Et donc on a été assez satisfait notamment des rentrées de Yad et de Sarr, qui ont, comme tu dis très bien, un peu mis à mal les joueurs niçois qui ont jusqu'à la fin du match ont eu chaud, hein, et auraient pu peut-être, ne sait-on jamais, en concéder le deuxième but hein, qui les aurait achevés. Mais le match se termine donc sur ce score de 1 partout. Avec ce que l'on peut dire, Gonna Forever, si on fait un petit bilan très 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 rapide, à la fois le fait que Metz a pas concédé beaucoup de buts, mais a quand même concédé un but, et puis il faut pas oublier ce qui s'est passé en première mi-temps. Hein. Première mi-temps, il y a quand même des actions très dangereuses pour Nice. On n'a pas senti la vraie solidité défensive des Messins que l'on avait connue lors des matchs précédents. Hein Ah, c'est la première fois on s'est senti un peu moins serein. Oui. T'as l'impression que t'avais un petit peu peur dès que Nice commençait à s'approcher. T'avais cette sensation que t'avais un petit peu peur. Et en plus, on est bien sauvé par Oukidja dans le début de la deuxième mi-temps, parce que comme tu dis très bien, s'il ne fait pas ses arrêts et ses sorties un peu importantes, je parlerai pas des sorties notamment, tu sais, sur les ballons longs où il nous fait des sorties à la Neuer, hein, ou s'il n'est pas là, potentiellement ça part aussi sur des actions de but pour Nice. Si Oukidja n'est pas là, tu peux prendre 2-0 et probablement que tu ne reviens pas dans le match, parce que mentalement, tu aurais été à terre, quoi. Ah bah ça c'est clair, il nous garde dans le match, encore une fois, un match où grâce à lui, il permet à l'équipe de rester dans le match quand c'est compliqué. C'est ça, ouais. Donc performance un peu en deçà pour la défense sur ce match, hein, comparé au match précédent. Offensivement parlant, encore une fois une déception des remplaçants titulaires. Hein. Je pense bien sûr à Leia Iseka. Maziz, c'est compliqué quand même de parler de déception. Je rappelle que c'est son deuxième match en tant que titulaire seulement, que le monsieur jouait en Ligue 2 la saison dernière, que c'est un peu du fait des absents un peu balancé titulaire à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'il faut pas oublier que voilà quoi. Aujourd'hui, il y a sur les remplaçants des remplaçants, il y a une concurrence aussi qui existe. Hein, et aujourd'hui, Maziz est en concurrence avec un Chipembe ou un Matarsar. Et un Matarsar a montré des choses intéressantes sur son entrée en jeu à son poste pour une fois, pas au poste de milieu défensif. Et donc, Maziz est pas certain d'être la semaine prochaine sur le terrain contre Lyon. Je rappelle que Boulaya ne sera pas là contre Lyon. Hein, chose importante. Et donc, la question d'un joueur qui va jouer à son poste entre Maziz et Matarsar, elle va vraiment se poser. Elle va aussi se poser, Grona Forever, sur la question de l'attaquant de pointe parce que Leia Iseka, c'était pas simple. Hein. Bah, je pense que les entrants ont marqué des points sur leur entrée en jeu. Plus que ceux de Bordeaux. Plus que ceux de Bordeaux d'ailleurs. À part Ambrose qui était déjà rentré contre Bordeaux, les deux autres ne sont pas rentrés en jeu. Il en a fait rentrer deux nouveaux. Bien Il sûr. y a des... Et Matassar et non pas Wagner et Chimpembe. Donc il y a peut-être un coup à jouer pour ces deux rentrées pour potentiellement remplacer un Maziz et un Iseka. Bah Surtout oui. dans un match contre Lyon, entre guillemets, si tu peux te permettre de changer un petit peu, c'est bien contre cette équipe-là où, entre guillemets, tu sais que si le résultat est négatif, ça sera la logique des choses et que tu vas un peu l'esprit tranquille, quoi. C'est un peu un match bonus, quoi. Ouais, c'est sûr. En tout cas, ce qu'il faut dire pour un peu finir sur l'aspect voilà, enseignement du match notamment, c'est de dire que voilà, les rentrants ont apporté
beaucoup plus que les rentrants de Bordeaux. Effectivement, pas avec les mêmes rentrants, ce qui est peut-être un enseignement à avoir, notamment pour le prochain match. Mais ça, on en reparlera bien plus tard, ne vous inquiétez pas. Maintenant, parlons classement, parce que ce match nul combiné aux autres résultats de la soirée fait que le FC Metz est redescendu à la 12e place, avec un total de 25 points. Il y a eu des résultats qui ont été, pour certains, avantageux pour le FC Metz. Bien sûr, la défaite de Brest, notons aussi la défaite de Saint-Etienne. Il y a les nuls aussi de Nantes et de Dijon qui ont un peu aussi réduit l'écart qu'on a notamment avec ces équipes qui à l'heure actuelle sont 17e, 18e, donc jouent pour notamment la place de barragiste, sachant qu'en termes de défaite, Lorient 19e, Nîmes 20e ont perdu, Saint-Etienne a donc perdu, et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et puis effectivement, il y a aussi quand même eu des victoires qui ont un peu aussi resserré le wagon de ces équipes de la 10e à la, allez, si j'arrondis, à la 13e, 14e, 15e place, encore, puisque Reims 14e, Strasbourg 15e ont gagné, et donc effectivement tout comme Bordeaux, et donc ça se resserre au milieu de tableau Grenade Forever. Ouais, on a un resserrement au milieu de tableau, en bas de tableau, mais ce qui est bien, c'est que maintenant on est vraiment dans le peloton, dans ce peloton-là, donc c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, ça laisse des perspectives à la fois à la hausse, mais aussi par rapport au bas, même si je rappelle que, contrairement à ce que disent beaucoup de monde, le FC Metz aujourd'hui se bat encore très largement pour le maintien, et ça n'est absolument pas fait. C'est pas parce que nous avons 11 points d'avance sur le 18e que c'est bon, tout va bien. Non, il y aura beaucoup d'échéances à venir. Aujourd'hui, on est dans une bataille du milieu de tableau. C'est encore beaucoup trop tôt pour faire évoluer vers la hausse les objectifs, parce que je sais que certains commencent à parler de l'évolution à la hausse des objectifs. Certainement pas. Aujourd'hui, l'objectif reste le maintien, et donc le FC Metz est actuellement 12e dans ce classement. On termine par les tops et les flops Grenade Forever. J'aimerais que nous commencions bien sûr par le flop, parce que ça va nous faire beaucoup rire. Le flop de ce match Grenade Forever, est-ce que c'est un copier-coller du match de Bordeaux? Je te laisse la parole, bien sûr. Ah bah oui, je sais pas si je l'avais déjà mis, mais il faudrait que je me réécoute, mais oui, je mettrai encore Harold Neya Iseka. Tu l'avais mis, tout comme moi. Bah, je suis obligé de le remettre. Il y en a qui vont peut-être mettre Kiki Kouyaté pour le fait d'avoir donné le penalty, mais son match après dans la globalité, il est quand même assez sérieux. Donc Iseka, malheureusement, voilà, ça s'était vu contre Bordeaux. Il a du mal à peser offensivement, il ne fait pas les efforts. On a compris que c'était un mec qui ne pouvait pas jouer. Ce n'est pas un mec rapide dans la profondeur, mais si même en point de fixation, il n'arrive pas à ne serait-ce à aimanter quelques ballons, c'est limite un poids mort. Iseka, 0 tir dans ce match, donc 0 tir cadré. Il y a juste sa contribution sur, tu sais, l'un des tirs de Lamine Gueye où il envoie en profondeur Lamine Gueye en première mi-temps, si tu t'en souviens bien. Donc ça, j'ai le souvenir de ça, mais pour le reste, les Iseka, non, quoi. Non, ça. Je suis désolé, je sais que certains mettre dans la discussion, et ça fait beaucoup penser l'idée de est-ce que tu sais, beaucoup de gens critiquaient N'Guett en disant qu'N'Guett avait rien à faire à ce poste d'avant-centre. Je veux dire, N'Guett fait beaucoup plus dans sa contribution à l'effort global que Leia Iseka, et en plus il met des buts. Iseka a mis 2 buts depuis le début de la saison sur penalty, très bien, mais quand t'es un avant-centre, que tu tires 0 fois dans le match, que ton compère sur le côté droit de Metz prend 5 tirs dans le match en cadre 4, tu vois, c'est moi je suis comme toi, je peux pas mettre autre chose que Leia Iseka en flop. Pour le reste, ouais, les autres ont une contribution qui pour moi est beaucoup plus importante que ça. Alors je sais que certains vont peut-être mettre Maziz aussi, il pourrait être dans la discussion, même si Maziz a des circonstances atténuantes du fait de son passif de joueur de Ligue 1. Je rappelle comme que Leia Iseka a quand même fait quelques matchs, non seulement à Toulouse, mais il a fait aussi des matchs de Ligue 1 à l'Olympique de Marseille. On n'est pas non plus sur un mec qui découvre la Ligue 1, quoi, Leia Iseka. Tu vois, et donc là, clairement, là non, là tu es sur une déception, et je ne peux que te suivre à nouveau en disant, bah ouais, Leia Iseka est un flop à nouveau sur ce match contre Nice.
pour la deuxième fois en 2 matchs, en 3 jours, oui, effectivement. Donc moi, je vais dans le même sens que toi. Au niveau des tops Wakanda Forever, là, c'est une discussion un peu plus compliquée, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont récompenser le sauveur John Boy, certains vont récompenser celui qui s'est beaucoup donné offensivement, à savoir Lamine Gueye, d'autres vont aller sur d'autres terrains, comme par exemple le terrain défensif. Quel est le choix que tu vas prendre, que tu vas faire pour ce top de ce match? Alexandre Oukidja. Tu parles d'Alexandre Oukidja, notamment pour sa deuxième mi-temps, je présume. Pour sa deuxième mi-temps et puis pour son match dans la globalité. Il n'y a pas d'égalisation de John Boy s'il n'y a pas ces arrêts en deuxième mi-temps qui laissent le FC Metz dans le match. Et même son jeu au pied commence à être, depuis la reprise, ça a l'air d'être un point qu'il a travaillé, parce que s'il se met même à faire des dégagements corrects, il va finir par avoir plus beaucoup de défauts, ce gardien. Oui, alors bon, ça n'a pas été extraordinaire non plus, mais on va dire que c'est pas pire que les autres fois, quoi. Au moins, c'est des dégagements qui ne rendent pas forcément la balle à l'adversaire, Oui. qui est un peu son péché mignon. Oui, il y a notamment eu un dégagement balle au pied, ou qui est arrivé à destination, je crois, en deuxième mi-temps. Non, mais... Non, mais dans un match comme ça, voilà, où tu es mené 1-0 à la maison, que ça fait quand même 2 matchs que tu n'as pas marqué, que tu es obligé de revenir au score, que ton gardien te permette de rester à portée de fusil pour essayer en fin de match de pouvoir égaliser. Merci monsieur Alexandre Oukidja, encore une fois. C'est pas le premier match où on a ce genre de situation. Bah écoute, moi je vais te suivre, hein. J'ai hésité, hein, entre Oukidja et je voulais récompenser Lamine Gueye. Parce que quand on est autant, je dirais, entouré par des joueurs qui apportent pas grand chose, que t'es un peu le seul à te défoncer, j'avais envie de récompenser Lamine Gueye. Je vais quand même dire Oukidja, pour les mêmes raisons que toi, hein, c'est-à-dire que la deuxième mi-temps, s'il fait pas les arrêts qu'il fait, c'est absolument compliqué d'imaginer un retour, même s'il y a ces sorties qui sont un peu limites, hein. Je me souviens même d'une sortie en fin de première mi-temps où il sort très très limite et en fait il est obligé de ramener la balle au pied dans sa surface pour arrêter la balle de la main. Je sais pas si tu t'en souviens, en fin de première mi-temps, il y a ces arrêts un peu à la Neuer là qui sont pas forcément très très rassurants, hein. Mais le fait est que effectivement ça n'a pas abouti à une erreur derrière, quoi, au final. Ça n'a pas été sanctionné, c'est ça que je veux dire, tu vois. Donc l'histoire retiendra qu'il n'a pas été sanctionné de ses risques pris. Et donc c'est quelque chose qui soutient sa performance. Et donc je vais être comme toi aussi, le mettre en top. On a fini ce débrief de la rencontre entre Metz et Nice. Donc bien sûr, n'hésitez pas, hein, on vient de terminer sur les top et flop, de mettre en commentaire votre top et votre flop de la rencontre. Tout le monde peut défendre ses choix, hein, on peut les argumenter assez simplement, donc n'hésitez pas à le faire bien sûr dans les commentaires. Bien sûr, pour terminer, vous abonner, hein, pour nous soutenir. On approche les 700, on est à 699 je crois, donc vous allez peut-être être contributeur de la barre des 700 abonnés. Encore merci d'avance à ceux qui vont le faire. Et puis tout ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine vidéo sera très certainement un bilan de la phase aller, puisque ce match contre Nice marque la fin de la phase aller de cette saison, hein, même si historiquement c'était fin décembre. Là c'est ce match de Nice qui marque la fin de la phase aller, donc on fera peut-être une vidéo un peu débrief de la première partie de saison qui arrivera durant la semaine entre le match donc de Nice et puis le match contre Lyon qui sera le week-end d'après. Bien sûr on fera un avant-match qui sortira le matin de la rencontre pour justement aborder les différents éléments de la rencontre contre Lyon. Grenade Forever, merci beaucoup d'avoir participé à ce débrief. Merci à toi. Et pour les autres, tout ce que je peux vous dire, c'est portez-vous bien, faites attention, hein. Malheureusement, sanitairement, ce n'est pas le bon moment pour être là où on est actuellement. Donc voilà, portez-vous bien, protégez-vous, protégez les autres. Portez-vous bien et allez le SMS.